Je me suis reconnectée ce soir, et j'ai été époustouflée par l'intérêt que vous semblez porter à mes récits. Avant toute chose, j'aimerais éclairer quelques points. Vous avez été extrêmement nombreux à remarquer la ressemblance entre certaines de mes histoires et celle de David Polide. Je vous assure que je n'essaie aucunement de le plagier. J'ai le plus grand respect pour lui. En fait, c'est son travail qui m'a inspiré à écrire ceci, parce que je peux vérifier beaucoup de choses dont il parle. On a effectivement beaucoup de ces étranges affaires de disparition. Et la plupart du temps, elles ne sont pas résolues. Ou alors, on retrouve les personnes dans des endroits où elles n'auraient pas dû être. Personnellement, je n'ai pas bossé sur tant d'affaires de ce genre. Mais je peux en partager certaines auxquelles j'ai assisté, et une histoire que m'a racontée mon ami. Il y a eu beaucoup de retours sur les escaliers, donc je vais brièvement revenir dessus. Et j'ajouterai également une histoire. Ils possèdent différents styles, tailles et formes, sans être tous dans le même état. Certains sont plutôt dégradés, de simples ruines, tandis que d'autres sont flambant neufs. J'en ai déjà vu un qui semblait venir d'un phare. Il était métallique et en spirale, genre à l'ancienne. Les escaliers ne montent pas à l'infini. On peut toujours en voir le bout. Mais certains sont plus grands que d'autres. Comme je l'ai déjà dit, imaginez-vous que quelqu'un ait copié-collé ceux de votre maison au beau milieu de nulle part. Je n'ai pas de photos. Je n'y ai pas vraiment pensé depuis la dernière fois. Et je n'ai pas vraiment envie de risquer de perdre mon travail à cause de ça. Je réessayerai plus tard. Mais je ne vous promets rien. Vous avez été quelques-uns à ne pas bien comprendre l'histoire du gars qui a rencontré l'homme sans visage. Juste pour clarifier, lorsque l'alpiniste a atteint le sommet de son pic, il a aperçu un autre homme qui portait une parka et un pantalon de ski. C'était cet homme qui n'avait pas de visage. Désolé pour la formulation déroutante de ce récit. J'essaierai d'éviter à l'avenir. Bien, passons aux nouvelles histoires. En ce qui concerne les personnes disparues, disons qu'elles représentent la moitié des appels que je reçois. Les autres sont pour des sauvetages, des gens qui se blessent en tombant des falaises, qui se brûlent. Vous n'avez aucune idée à quel point c'est fréquent. Principalement des gosses bourrés, ou qui se font mordre par des animaux ou des insectes. On est une équipe soudée, et les plus expérimentés d'entre nous sont excellents pour trouver les personnes perdues. C'est pourquoi les affaires où on ne trouve aucune trace d'elles sont si frustrantes. Une en particulier était rageante pour nous tous. Parce qu'on a trouvé une trace de la personne, mais ça n'a fait qu'apporter plus de questions. Un vieil homme s'était baladé seul sur un chemin bien délimité, mais sa femme a appelé pour dire qu'il n'était pas revenu à l'heure prévue. Apparemment, il avait des antécédents de convulsions. Elle craignait qu'il n'ait pas pris ses médicaments et qu'il ait fait une crise sur le chemin. Avant que vous ne demandiez, j'ignore pourquoi il a pensé que c'était une bonne idée de partir seul, ni pourquoi elle n'était pas allée avec lui. Je ne demande pas ce genre de choses, parce qu'au-delà d'un certain point, ça n'a pas vraiment d'importance. Quelqu'un a disparu, et c'est mon job de le retrouver. On y est allé en formation de recherche standard. Il n'a pas fallu longtemps pour qu'un de nos vétérans comprenne qu'il s'était éloigné du chemin. Nous nous sommes regroupés et avons suivi sa trace, en nous déployant de manière à couvrir le plus de surface possible. Tout d'un coup, un appel sur la radio nous demande de rejoindre la localisation du vétéran. Et nous y allons sur le champ. Parce que ça signifie généralement que la personne disparue est blessée. Et qu'il faut une équipe entière pour l'extraire en sécurité. Nous nous retrouvons, et le vétéran se tient sous un arbre, avec les mains sur ses tempes. Je demande à mon pote ce qui se passe, et il se contente de m'indiquer les branches de l'arbre. Je ne pouvais presque pas en croire mes yeux. Il y avait une canne qui se balançait depuis une branche, à 10 mètres du sol. La petite sangle sur la poignée avait été enroulée autour de la branche. Et ça pendait simplement là. Le type n'aurait pas pu la lancer si haut. Et il n'y avait pas d'autre signe pour indiquer sa présence dans les environs. On a regardé dans l'arbre. Mais bien sûr, il n'y avait personne. Personne ne comprenait quoi que ce soit. On a continué à le chercher, mais sans jamais le trouver. On a même essayé avec des chiens. Mais ils ont perdu sa trace bien avant l'arbre. Finalement,
les recherches ont été abandonnées, parce que nous avions d'autres obligations. Et au bout d'un moment, on ne pouvait plus faire grand-chose. La femme du type nous a appelés chaque jour pendant des mois, pour savoir si on l'avait retrouvé. Et ça nous brisait le cœur de l'entendre perdre progressivement espoir. Je ne sais pas pourquoi cette affaire en particulier était tellement énervante. C'était sans doute à cause de son caractère si improbable. Ça, et toutes les questions qu'elle soulevait. Comment diable ce type avait-il fini là-haut? Est-ce que quelqu'un l'avait tué et avait mis sa canne là comme une sorte de trophée farfelu? Nous avons fait de notre mieux pour le retrouver. Mais c'était presque comme si on nous narguait. On reparle encore de cette affaire entre nous de temps en temps. Deuxième histoire. Les disparitions d'enfants sont les plus déchirantes. Peu importe les circonstances. Ce n'est jamais facile. Et on a toujours peur de ceux qu'on trouve morts. Ce n'est pas commun, mais ça arrive. David Pollitt parle beaucoup des enfants, que les équipes SAR trouvent à des endroits où ils ne devraient pas être, ou ne pourraient pas être. Honnêtement, j'ai plus entendu ce genre d'histoire que j'en ai vécu. Mais je vais vous en partager une dont j'ai été témoin, et qui fait partie de celles auxquelles je repense souvent. Une mère était de sortie avec ses 3 enfants, pour pique-niquer dans une partie du parc où se trouve un petit lac. Les enfants ont 6, 5 et 3 ans. Elle les surveille tous de très près, et d'après elle ne les perd jamais de vue. Elle n'a aussi vu aucune autre personne dans la zone, ce qui a son importance. Elle range ses affaires, et ils se mettent en route pour retourner au parking. Ce lac n'est même pas à 1 kilomètre des bois, au bout d'un chemin très clairement délimité. C'est presque impossible de s'y perdre en y allant depuis le parking. À moins de s'éloigner volontairement du chemin comme un idiot. Ses enfants marchent devant elle, au moment où elle entend ce qui ressemble à quelqu'un qui s'approche derrière elle sur le chemin. Elle se retourne, et pendant les 4 ou 5 secondes où elle les quitte des yeux, son enfant de 5 ans disparaît. Elle pense qu'il s'était un peu écarté du sentier pour pisser ou un truc du genre. Et elle demande aux 2 autres où est-ce qu'il était allé. Les 2 autres ont répondu qu'un grand homme avec un visage effrayant était sorti du bois à côté d'eux et qu'il avait pris la main de l'enfant et qu'il l'avait emmené dans les bois. Les 2 gosses restants ne paraissaient pas dérangés. En fait, elle rapporte plus tard qu'ils avaient l'air d'avoir été drogués. Ils avaient l'air de planer. Du coup, bien sûr, elle panique et commence à désespérément chercher son gosse dans les alentours. Elle crie son nom et affirme qu'à un moment, elle pense qu'elle l'a entendu lui répondre. Mais évidemment, elle ne peut pas foncer tête baissée dans la forêt. Elle a les 2 autres enfants avec elle. Donc, elle appelle la police et ils nous y envoient sur le champ. Nous commençons les recherches, mais en dépit des kilomètres couverts, nous n'avons pas trouvé la moindre trace de l'enfant. Les chiens ne parviennent pas à sentir quoi que ce soit. Nous ne trouvons aucun vêtement, ni aucun buisson abîmé. En fait, absolument rien qui aurait pu indiquer la présence d'un enfant. Bien sûr, on a soupçonné la mère pendant un moment, mais c'est assez clair qu'elle est complètement dévastée par ce qu'il s'est passé. On a cherché l'enfant pendant des semaines, avec beaucoup de volontaires qui nous aidaient. Mais les recherches finissent par s'essouffler, et on doit passer à autre chose. Les volontaires continuent malgré tout de chercher. Et un jour, on reçoit un appel sur la radio, nous informant qu'un corps a été trouvé, et qu'il nécessite une extraction. Nous sommes tous restés incrédules lorsqu'ils nous ont donné les coordonnées. On a pensé qu'il devait s'agir d'un autre enfant. Mais nous nous rendons sur les lieux, environ à une 20aine de kilomètres de l'endroit où le gosse avait disparu. Et force est de constater qu'il s'agit bien du corps de l'enfant que nous avions cherché. Depuis lors, je n'ai pas arrêté de me demander comment ce gamin avait pu se retrouver là, sans trouver la réponse. Un volontaire se trouvait simplement dans le coin, parce qu'il se disait qu'il ferait bien de regarder dans les endroits auxquels personne d'autre ne penserait, pour avoir une chance de trouver le corps. Il arrive au pied d'un versant rocheux, et à mi-chemin du sommet, il aperçoit quelque chose. Il y regarde de plus près avec ses jumelles, et sans doute possible, il s'agit du corps d'un petit garçon, fourré dans une petite aspérité rocheuse,
Il reconnaît la couleur de la chemise de l'enfant. Donc il sait immédiatement qu'il s'agit du garçon disparu. Du coup, il nous appelle. Et nous sommes déployés. Ça nous a pris presque 1 heure pour redescendre le corps. Et aucun d'entre nous n'a pu en croire ses yeux. En plus d'être à plus de 20 km de son point de disparition. Il était parfaitement impossible que l'enfant ait atterri là tout seul. L'ascension est périlleuse. Et même pour nous, avec nos équipements, ça n'a pas été facile. Un garçon de 5 ans n'avait aucun moyen d'arriver là-haut, j'en suis certaine. Et ce n'est pas tout. Le gosse n'a pas une égratignure. Il n'a pas de chaussures, mais ses pieds ne sont ni sales ni abîmés. Donc il n'a pas été traîné par un animal. Et apparemment, il n'était pas mort depuis bien longtemps. À ce moment, ça faisait 1 mois qu'il était dans la nature. Et il semblait qu'il n'était mort que depuis 1 jour ou 2. Toute l'histoire était incroyablement étrange. Et une des plus déroutantes parmi celles sur lesquelles j'ai travaillé. On a trouvé plus tard que la cause de la mort était l'hypothermie. Il était mort de froid. Probablement tard dans la nuit. 2 jours avant qu'on ne le trouve. Il n'y avait ni suspect, ni réponse. À ce jour, c'est une des choses les plus étranges que je n'ai jamais vues. 3e histoire. Un de mes premiers boulots en tant qu'apprenti a été de participer à une battue pour retrouver un enfant de 4 ans qui avait été séparé de sa mère. C'était une de ces affaires où on sait ce qu'on allait retrouver. Parce que les chiens avaient flairé sa piste. Et il y avait des indices évidents qu'il était dans le coin. On a fini par le trouver au milieu de buissons de baies, à quelques centaines de mètres dans l'endroit où il avait été vu pour la dernière fois. Il ne s'était même pas rendu compte qu'il s'était aventuré trop loin. Un des vétérans l'a ramené. Ce qui m'arrangeait, parce que je ne suis vraiment pas douée avec les enfants. J'ai du mal à leur parler et à leur tenir compagnie. Sur le chemin du retour, mon instructeur décide de m'emmener faire un détour, pour me montrer un des endroits où on trouve le plus souvent les personnes disparues. C'est une petite descente naturelle près d'un chemin très fréquenté. Et les gens y descendent généralement parce que c'est plus facile. Il nous faut environ 1 heure pour nous rendre sur place, à quelques kilomètres. Alors qu'on se balade dans l'endroit, et qu'elle me montre où elle a déjà trouvé des personnes disparues par le passé, je remarque quelque chose au loin. L'endroit où nous sommes se trouve à environ une quinzaine de kilomètres de la principale zone de parking. Bien qu'il y ait des routes qu'on peut emprunter, si l'on ne veut pas marcher aussi loin. Mais nous sommes sur un territoire protégé par l'État, ce qui signifie qu'il ne peut en aucun cas y avoir la moindre activité commerciale ou résidentielle. Au mieux, vous y verrez une tour de guet, ou un abri de fortune que les sans-abri pensent pouvoir construire dans notre dos. Mais je peux voir d'ici que cette chose, peu importe ce que c'est, possède des bords droits, et s'il y a bien une chose qu'on apprend vite, c'est que la nature ne produit que rarement des lignes droites. Je le remarque à voix haute, mais elle ne dit rien. Elle se contente de me permettre d'aller voir, en m'emboîtant le pas. Je m'en approche, et tous les cheveux de ma nuque se hérissent. C'est un escalier. C'est juste un banal escalier, avec une moquette beige, et à peu près 10 marches de haut. Mais au lieu d'être dans une maison, où à l'évidence il devrait être, il est au beau milieu des bois. Ses flancs ne sont pas couverts de moquettes, bien sûr, et je peux voir de quoi il est fait. C'est presque comme un glitch de jeu vidéo, où la maison n'aurait pas réussi à charger entièrement, et les escaliers seraient la seule chose visible. Je me tiens là, avec l'impression que mon cerveau surchauffe, en essayant de trouver une explication logique à ce que j'ai sous les yeux. Mon instructrice me rejoint, et elle reste là, tranquille, observant l'escalier comme si c'était la chose la moins intéressante du monde. Je lui ai demandé ce que ça faisait là, et elle m'a ri au nez. Il va falloir t'y habituer, la bleue. Tu vas en voir un paquet. Je commence à m'en approcher, mais elle m'attrape le bras, rudement. Je n'en ferai rien, dit-elle. Sa voix est décontractée, mais sa poigne est ferme, et je suis simplement plantée là à la regarder. Tu vas en voir tout le temps, mais ne t'en approche pas. Ne les touche pas, ne les monte pas. Contente-toi de les ignorer. Je commence à lui poser des questions sur le sujet, mais quelque chose dans son regard me dissuade de poursuivre. On finit par partir, et on en a pu reparler durant mon apprentissage. Elle avait pourtant raison.
Je dirais que, sur environ 50 appels reçus, j'ai fini par croiser un escalier. Ils sont parfois assez proches du sentier. Peut-être à 3 ou 4 kilomètres. Et parfois ils sont à 30 ou 40. Véritablement au milieu de nulle part. Et je ne les trouve que durant les plus larges recherches, ou pendant les week-ends consacrés à l'entraînement. Ils sont généralement en bon état, mais parfois ils ont l'air d'être millénaires. Tous de style et de taille différents. Le plus imposant que j'ai jamais vu avait l'air d'être sorti tout droit d'un manoir du siècle dernier, et faisait 3 mètres de large, avec des marches qui montaient jusqu'à 4 mètres de haut. J'ai essayé d'en parler avec des gens, mais ils se contentent de me donner la même réponse que mon instructrice. C'est normal. Ne t'en inquiète pas, ce n'est rien de grave. Mais ne t'en approche pas, et ne les monte pas. Quand des apprentis me posent des questions dessus à présent, je leur donne la même réponse. Je ne sais pas vraiment quoi leur dire d'autre. J'espère juste qu'un jour, j'obtiendrai une meilleure réponse. Mais ce jour n'est pas encore arrivé. 4e histoire. Celle-ci est plus triste que flippante. Un jeune homme avait disparu à la fin de l'hiver. L'époque où personne ne devrait s'aventurer très loin sur les chemins. On en ferme beaucoup, mais certains demeurent ouverts toute l'année, à moins qu'il n'y ait 3 tonnes de neige. On a organisé une opération de sauvetage, mais il y avait plus d'1 mètre de neige sur le sol. Il y en avait eu particulièrement beaucoup cette année-là, et on savait qu'il y avait peu de chances de le retrouver avant le printemps, avec le dégel. Et bien sûr, avec la venue du premier dégel important, un randonneur nous a signalé un corps, un peu à l'écart du chemin principal. On l'a retrouvé au pied d'un arbre, dans une flaque de neige fondue. J'ai tout de suite su ce qui s'était passé, et ça me terrorisait. Si vous faites du ski ou du snow, ou que vous êtes habitué à la montagne, vous avez sans doute également deviné. Lorsque la neige tombe, elle ne s'amasse pas avec autant d'intensité sur les branches des arbres, en particulier sous les sapins, avec leur forme de parasol serré. Du coup, ça donne un espace autour du tronc de l'arbre, rempli d'un mélange de neige poudreuse, d'air et de branches. On les appelle les tree wells. Et on ne les remarque pas forcément, si on ne sait pas qu'ils sont là. On met des panneaux au centre d'accueil, des gros, pour prévenir les gens de leur dangerosité. Mais à chaque fois qu'on a beaucoup de neige, il y a au moins une personne qui ne les lit pas. Et qui ne prend pas l'avertissement au sérieux. Et on s'en rend compte au printemps. Le plus probable, à mon avis, est que ce jeune homme faisait de la randonnée et était fatigué. Ou avait eu une crampe à force de marcher dans la neige. Il est allé s'asseoir au pied de l'arbre, ignorant qu'il y avait un tree-well, et est tombé dedans. Il est resté coincé la tête à l'envers. Et la neige s'est effondrée autour de lui. Il a suffoqué, ne pouvant pas se libérer. Cela s'appelle une SIS, suffocation par immersion sous la neige. Et ça n'arrive que dans des neiges vraiment profondes. Mais si vous vous retrouvez coincé dans une position bizarre, comme ce gars, même 2 mètres de neige peuvent être mortels. Ce qui m'effraie le plus est d'imaginer comment il a dû se débattre, à l'envers. Il n'est pas mort rapidement. La neige a dû former un tas lourd et dense au-dessus de lui. Et ça aurait été littéralement impossible de s'en sortir. C'est quand il a commencé à avoir du mal à respirer qu'il a dû comprendre ce qui se passait. Je n'ose pas imaginer à quoi il pensait ces derniers instants. 5e histoire. Beaucoup parmi mes amis plus urbanisés me demandent si j'ai déjà vu le Gothman en travaillant dehors. Malheureusement, ou heureusement je suppose, il ne m'est jamais rien arrivé de tel. J'imagine que ce qui s'en rapproche le plus était cette histoire d'homme aux yeux noirs. Mais je n'ai rien vu. En revanche, il y a un appel où j'ai vécu quelque chose d'un peu similaire. Mais je ne suis pas certaine de vouloir le relier au Gothman. On nous avait signalé qu'une vieille femme s'était évanouie sur un chemin et avait besoin d'aide pour redescendre à la zone principale. Nous nous rendons à sa position et nous trouvons son mari complètement paniqué. Il court, ou plutôt il trottine vers nous, et nous explique qu'il était un peu à l'écart du sentier, en train de regarder quelque chose, quand sa femme s'est mise à crier derrière lui. Il court la rejoindre et la trouve évanouie par terre. On la met sur un brancard, et alors qu'on la redescend au centre d'accueil, elle revient à elle et se remet à crier.
Je la calme et lui demande ce qui s'est passé. Je ne me souviens pas de ce qu'elle a dit au mot près, mais en gros, il s'est passé la chose suivante. Elle attendait son mari, quand elle a commencé à entendre un son très étrange. Ça ressemblait à celui d'un chat, d'après elle. Mais ça paraissait lointain, et elle ne comprenait pas trop pourquoi. Elle s'est un peu avancée pour mieux l'entendre, et ça avait l'air de se rapprocher. Et plus il se rapprochait, plus elle était mal à l'aise. Jusqu'à ce qu'elle se rende compte de ce qui n'allait pas. Je me souviens bien de ce qui suit. Parce que c'est tellement bizarre que je ne pense pas pouvoir l'oublier même si j'essayais. Ce n'était pas un chat, c'était un homme, qui n'arrêtait pas de répéter « miaou », juste « miaou, miaou, miaou ». Mais ce n'était pas un homme. Ça n'aurait pas pu en être un, parce que je n'ai jamais entendu un homme faire vibrer sa voix comme ça. J'ai cru que mon appareil auditif fonctionnait mal, mais ce n'était pas le cas. Je l'ai ajusté, et le bruit était toujours bourdonnant. C'était horrible. Il se rapprochait, mais je ne pouvais pas le voir. Et plus il se rapprochait, plus j'étais effrayée. Et la dernière chose dont je me souviens est une forme qui sortait des arbres. Je suppose que c'est là que je me suis évanouie. Bon, évidemment je suis un peu perplexe. Quant aux raisons qui pousseraient quelqu'un à aller place Maudier dans les bois, miaou miaou. Donc une fois redescendu de la montagne, je demande à mon supérieur la permission d'aller fouiller la zone, pour voir si je trouve quelque chose. Il me l'accorde, j'attrape une radio, et je retourne là où elle s'est évanouie. Je ne vois personne. Donc je poursuis sur plus d'1 kilomètre. Et quand je reviens, je m'écarte du sentier pour essayer de trouver d'où elle l'a vu sortir. C'était presque le crépuscule à ce moment. Et je n'ai aucune envie d'être seule dehors la nuit. Donc je décide d'arrêter, en me promettant de revenir inspecter les lieux le lendemain. Mais alors que je rentre, je commence à entendre quelque chose au loin. Je m'arrête, et je demande à quiconque qui se trouve là de s'identifier. Le bruit ne s'est pas amplifié, ni ne s'est rapproché. Mais ça ressemblait tout à fait à un homme qui disait miaou miaou, d'un ton étrangement monotone. Aussi comique que ça puisse être. On aurait presque dit ce type de South Park avec l'électrolarynx, Ned. Je m'éloigne du chemin dans la direction d'où ça semble provenir. Mais ça ne semble pas se rapprocher. C'est presque comme si ça venait de toutes les directions. Finalement, ça disparaît progressivement. Et j'ai fini par retourner vers le centre d'accueil. Je n'ai pas reçu d'autres signalements de ce genre. Et bien que je sois retournée dans la zone, je n'ai jamais entendu ce bruit précis de nouveau. J'imagine que ça aurait pu être un petit con qui embêtait les gens. Mais je dois bien admettre que c'était bizarre. Bon, c'est un peu devenu long, et je vous prie de m'en excuser. Je voulais en venir aux histoires que mon ami m'a racontées, et il en a de bonnes. Donc je les posterai la semaine prochaine. J'en ai également quelques-unes de mon cru, que vous pourriez aimer. Je suis désolée de vous tenir en haleine à nouveau. J'espère que vous me pardonnerez avec ces histoires, et qu'elles vous aideront à patienter pendant les prochains jours, jusqu'à ce que je puisse poster à nouveau.